Bonjour et bienvenue dans Objectif Cash Flow. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dans le quatrième épisode de ce podcast et au programme aujourd'hui, on va parler des travaux, comme dit dans le précédent épisode. Donc, parmi les travaux, on va parler des choix des artisans, des matériaux, des stratégies, etc., etc. On va surtout voir un cas pratique, je pense, en parallèle en tout cas, avec mon immeuble de rapport que je suis en train de rénover actuellement. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, j'en ai parlé dans le deuxième épisode de ce podcast, donc je t'invite à aller l'écouter. Avant ça, quelques mots d'introduction. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Loïc, je suis kiné et investisseur immobilier et je documente dans ce podcast mon parcours dans l'investissement immobilier, c'est-à-dire mes opérations, mes réussites, mes chiffres, mais aussi mes difficultés et mes échecs. Le but, c'est de faire ça en toute transparence et avec le maximum d'authenticité pour que vous puissiez, vous aussi, en fait, tirer avantage de cette expérience et de mes apprentissages. Et puis, bien sûr, je dois vous dire que ce podcast n'est pas un conseil d'investissement, simplement, il relate mon parcours. Voilà, maintenant que c'est dit, avant de commencer dans le vif du sujet, je vais te demander de t'abonner, peu importe la plateforme sur laquelle tu écoutes, de mettre un commentaire si tu es sur YouTube, mettre un avis si tu es sur Spotify, Apple Podcast ou autre, avis 5 étoiles de préférence bien sûr. Moi, ça m'aide pour soutenir le projet, donc voilà, merci d'avance. Au sommaire aujourd'hui, donc les actus de la semaine, comme d'habitude, je fais un petit retour des avancées, et ensuite j'ai découpé donc la partie travaux en trois. Donc il y aura l'avant-travaux, là on va traiter budget, dépenses, les stratégies, les erreurs, les choses comme ça. Ensuite, il va y avoir la partie des artisans et des chantiers, donc trouver les artisans, faire des devis, suivi de chantier, etc., etc. Et comment optimiser sa rénovation et augmenter sa rentabilité. Euh, et toutes ces parties-là sur les travaux, j'ai changé un peu le format. Cette fois-ci, j'ai demandé donc les questions qui sont, enfin, de me poser des questions en fait sur ce qui vous pose le plus de problèmes en règle générale. Et donc en fait, je vais faire ça plutôt sur une forme de questions-réponses. Qu'il faudra, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce format, changer un petit peu dans les commentaires à la fin de l'épisode. Alors, je prends un coup et on y va. Désolé pour les bruits. On y va. Actu de la semaine. Eh ben, au niveau du sport, entraînement, comme d'hab, c'est un peu light parce qu'il fallait que je récupère de mon trail, donc de la semaine dernière du coup. Euh, mais c'est pas pour autant que je m'entraîne pas. Et puis en plus, j'ai un trail le week-end prochain. Donc là, je me suis dit, je tourne ce podcast et je vais faire ma sortie longue après. Prévu 15 km en vue du 20 km le week-end prochain. Sinon, d'un point de vue sport, pas grand-chose d'autre à dire. Ensuite, au niveau de l'immeuble, donc le lot plomberie attaque cette semaine. Fin de semaine, le plombier commence à venir, à faire la colonne d'eau, parce qu'on refait une colonne d'eau complète en fait. Donc dans l'immeuble, en fait, les évacs actuels et l'arrivée d'eau, qu'en fait, surtout les évacs, elles passent directement dans le mur, parce qu'ils faisaient comme ça à l'ancienne. C'est un immeuble qui a vraiment, qui a un certain nombre d'années. Et du coup, on va changer ça, parce qu'en fait, le jour où ça pète, c'est vraiment catastrophe, parce que ça passe dans le mur, donc on s'en rend pas forcément compte tout de suite, et c'est vraiment catastrophe. Donc on refait tout à neuf, pour être tranquille sur le long terme. Ensuite, donc, dans la semaine, j'ai eu pas un souci, mais on va dire un choix à faire sur les chauffe-eau. Donc les chauffe-eau, j'avais deux choix, soit je les mettais directement dans l'appartement, ou en fait j'avais une cave que je peux pas vraiment exploiter, parce qu'il y a 1m70, je crois, de hauteur, ou 60, 1m70. Et en fait, on peut pas grand-chose en faire si ce n'est que la garder en stockage. Et du coup, j'ai un petit peu réfléchi donc avec les artisans. Là, je leur ai demandé un peu leur avis, donc notamment à l'élec et au plombier, parce qu'en fait, c'est les deux qui travaillent un petit peu là-dessus. Et en fait, on a élaboré une autre stratégie. Donc en fait, il n'y aura pas de chauffe-eau dans les appartements, surtout qu'il fallait mettre des 500 litres et que ça prend beaucoup d'électricité. Et en fait, on va mettre des thermodynamiques à la place et un petit chauffe-eau à côté pour être sûr d'avoir le nombre de litres qu'il faut. Et ça va permettre d'être mieux au niveau du DPE. Les thermodynamiques, en fait, ça utilise les calories extérieures pour chauffer l'eau. Donc c'est vraiment le top. Le seul défaut, c'est que vu qu'ils sont à la cave, en fait, le deuxième étage, il y a tout le tuyau à remonter. Donc l'eau chaude arrivera un petit peu plus tardivement, on va dire.
Mais en fait, l'économie sur l'électricité et puis le confort d'avoir suffisamment d'eau, etc. et les contraintes techniques que ça enlève, en fait, j'ai choisi quand même de prendre cette décision. Et au niveau des prix, bah, en négociant bien la fourniture, franchement, ça me revient pas plus cher, donc c'est une bonne opération. Bon, alors pour tous ceux qui sont un peu novices dans les travaux, je pense que vous avez absolument rien compris, mais c'est pas grave. Le jour où vous y serez, vous comprendrez. Ensuite, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec un gestionnaire de patrimoine, je crois que c'est mardi après-midi, pour en fait lui expliquer un peu ma stratégie immobilière, donc à court, moyen et long terme. Sachant que le court terme pour moi c'est un an, le moyen c'est 5 à 10 ans et le long terme à peu près 20-25 ans. Donc je vais lui faire valider la stratégie et je veux surtout faire valider la structuration des sociétés pour, bah, en fonction de la stratégie, pas être embêté. C'est hyper important, donc ça coûte un billet, hein, là, je ne sais pas exactement pour combien j'en aurai, je vous redirai ça. Mais à mon avis, les 2 heures, c'est largement plus de 100 euros. Et c'est hyper important en fait, parce que si, bah déjà, s'il faut faire une modification des sociétés, etc., tout de suite, ça coûte des centaines d'euros aussi. Donc, en fait, faut pas, voilà, faut pas regarder à prendre l'information avant, ça c'est vraiment hyper important. Et deuxièmement, c'est dans le meilleur des cas, hein, donc on peut changer les sociétés. Mais en fait, dans le pire des cas, bah, par exemple, si j'avais tout acheté en nom propre, etc., et que ça allait pas du tout avec ma stratégie moyen et long terme, bah, en fait, après, ça peut même être carrément impossible de changer. Alors là, c'est vraiment catastrophe. Donc c'est pour ça, je préfère tout de suite lâcher un billet et être sûr même si je suis à peu près sûr de mon montage. Donc pour cela, ça demande un peu de travail aussi, hein, parce que bah, pour avoir les meilleures réponses, il faut faire les meilleurs prévisionnels possibles. Donc j'ai fait les prévisionnels, que ce soit des courtes durées, que ce soit du nombre d'acquisitions par année, à peu près l'enveloppe du patrimoine brut, etc., etc. Mais je vous ferai un retour là-dessus dès que le rendez-vous sera passé. Dis-moi si ça t'intéresse en commentaire en tout cas, et je pourrais le faire. Dernière chose pour les actualités de la semaine, je reçois les plans techniques de l'immeuble là, toujours le même, hein, celui qu'on rénove, enfin, c'est-à-dire les aménagements de l'architecte d'intérieur précisément. Là, j'ai que les plans 3D, je veux vraiment voir les plans techniques. Ce qui n'empêche que bah voilà, on a attaqué un petit peu les travaux avant, parce que bah, le début des travaux, il n'y avait pas forcément besoin des plans hyper techniques. Donc voilà, mais c'est vrai que là, le plombier, etc., commence à me les demander, donc ça, ils vont arriver à point nommé. On y va pour la partie travaux. Donc comme je disais, j'ai structuré ça avec des questions. Donc la première partie, c'est plutôt avant de commencer les travaux. Première question, comment estimer correctement le budget des travaux? Alors, estimer le budget des travaux, il y a beaucoup de vidéos qui sont faites là-dessus, parce que c'est assez technique en fait comme question, parce que ça dépend de plein de facteurs. Grosso modo, ce qu'on va vous dire souvent, c'est rénovation légère, donc rafraîchissement, comptez à peu près 500 euros du mètre carré. Rénovation assez lourde, c'est-à-dire avec des cloisons, changement de chauffage, éventuellement des choses comme ça, à peu près 1000 euros du mètre carré. Et rénovation totale, à peu près 1500 euros du mètre carré, 1200 euros, ça dépend du candidat de vos vidéos. Moi, honnêtement, à l'heure actuelle, je vous conseille de compter 1500, vaut mieux avoir une bonne surprise qu'une mauvaise. Et après, ça dépend aussi s'il y a l'ameublement qui est compté dedans ou pas. Pour vous donner un exemple, en général, T2, T3, on va dire, l'ameublement, il faut compter entre 5 et 15 000 euros suivant la gamme que vous allez mettre, suivant l'équipement que vous allez mettre. Donc, en fait, c'est pas négligeable. Sur un immeuble, bah, il suffit d'avoir 2, 3, 5, 10 lots, bah, tout de suite, ça fait une énorme enveloppe. Donc voilà. Faut compter ça aussi si vous faites du meublé ou du nu. Ça, c'est pour la première partie, parce que souvent, l'ameublement, on l'oublie dans l'estimation des travaux. Après, de façon plus pratique, on va dire. Moi, ce que je vous conseille, c'est s'il n'y a pas d'urgence sur le bien, j'entends, hein, parce que s'il y a 15 acheteurs, etc., vous allez être obligé de vous positionner très vite. Mais si c'est pas le cas, notamment donc sur les grosses rénovations en règle générale, vous avez le temps de faire passer des artisans pour avoir des devis. Alors, c'est sûr que si vous n'avez jamais fait aucune opération, bah, les artisans, etc., vous ne pourrez pas savoir trop leur sérieux, s'ils sont vraiment dans le vrai au niveau des chiffres, etc. Alors après, vous avez toujours l'option de demander pour pas avoir de mauvaises surprises. Moi, c'est ce que je fais, je dis toujours de majorer à peu près de 10% le devis pour pas avoir de mauvaises surprises. Mais après, c'est des artisans en qui j'ai confiance, donc c'est un peu plus simple. Mais quoi qu'il arrive, voilà, moi ce que je vous invite à faire, c'est au moins faire des devis par des artisans, et on verra, il y a une question après sur comment choisir les artisans, donc ça complétera la réponse là. Vous faites des devis, au moins les gros lots, plaquiste, élec, plomberie.
La toiture, s'il faut la changer, pareil, je vous invite à bien réfléchir avant de vous positionner sur un bien où il faut changer la toiture, parce que la toiture, en fait, c'est très long. C'est pas que ce soit compliqué, parce qu'en fait, on délègue 100% à l'artisan, mais c'est très long. En général, les couvreurs ont 1 voire 2 ans, des fois d'écart, donc il faut vraiment le prendre, pas de retard, je veux dire, enfin pas de retard de livraison, et donc du coup, il faut vraiment le prendre en compte. Donc voilà, faites des devis, et comme ça, vous pouvez calculer un peu plus précisément les rentabilités. Après, tout ce qui est menuiserie extérieure, par exemple, les fenêtres, les portes, c'est assez simple, hein. Moi, en général, je compte 500 euros la fenêtre et 1000 euros la porte, ou les grosses fenêtres, les baies, les choses comme ça. Enfin, les baies, après, attention, ça dépend de la taille des baies, hein. Une grosse baie, c'est plutôt 2 3 000 euros même. Donc, grosso modo, voilà, porte-fenêtre, plutôt compter 1000 euros à peu près, fenêtre, compter à peu près 500 euros. Et donc, déjà, ça vous permet aussi d'avoir une idée juste du montant des menuiseries. Les portes à l'intérieur, plutôt 200 euros, moi, je compte. Et comme ça, je suis à peu près dans le vrai. Donc, voilà. Ce qui est vraiment dur, c'est élec, plomberie et plaquiste. Et moi, en gros, c'est les 3 lots que je fais tout le temps intervenir. Et après, donc pour finir de répondre à cette question, donc comment estimer correctement le budget des travaux, bah, c'est simple. Numéro un, de toute façon, ça sera l'expérience. Plus vous en ferez, et plus forcément vous aurez une idée du prix que ça coûte. Question numéro 2. Quels sont les postes de dépenses les plus coûteux et ceux où on peut économiser? Alors pour moi, le plus cher et le pas optimisable, c'est la charpente. J'en ai parlé juste avant, hein. La charpente, c'est enfin, à moins que vous soyez couvreur vous-même et que vous le fassiez vous-même, en gros, c'est pas possible d'optimiser ça. Et puis, il faut pas, je pense que c'est se prendre la tête pour rien. Et projet, de toute façon, en général, où il y a la charpente à faire, il y a tout à refaire. Donc, en fait, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête avec ce lot-là. Ensuite, il y a électricité et plomberie. Donc là, pour les optimiser et économiser, c'est assez simple. C'est en lien avec la fourniture de matériel. Alors, je pense qu'il faut quand même laisser les artisans utiliser les fournitures avec lesquelles ils ont quand même plutôt l'habitude, et sachant qu'en plus, si vous venez de nulle part, vous n'aurez pas les mêmes prix qu'eux, donc ce ne sera pas intéressant. Sauf les gros équipements type balnéo, les douches, les grosses baignoires, des choses comme ça. Au niveau de l'élec, ça va être tout ce qui est lustre, etc., etc. Ensuite, j'ai mis le lot plaquiste. Le lot plaquiste, tout le monde va dire il faut fournir le plaquiste, juste lui prendre la main-d'œuvre, etc. Alors ça, c'était vrai quand il y avait plein d'auto-entrepreneurs. Maintenant, en fait, ils ont plus vraiment d'intérêt d'être en auto-entreprise, les plaquistes, ils sont tous en entreprise individuelle. Et en fait, sur l'entreprise individuelle, ils récupèrent la TVA. Donc, aucun intérêt pour eux de ne pas fournir le matériel. Au contraire, même en fait, une partie de leur paye fait comme ça, parce que sachez que sur la main-d'œuvre, ils vont être taxés à peu près à l'auteur de 50%. Donc forcément, ils vont pas vous mettre plein de main-d'œuvre, mais ils vont mettre un peu de marge sur le matériel. Sur les devis, concrètement, ça sera marqué pose et fourniture, je sais pas quoi, du matériel, plaque, type machin, avec ou sans isolation. Donc ça, c'est très très difficile à l'heure actuelle, je pense, d'optimiser ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, moi, c'est ce que je fais avec mon plaquiste. En fait, je vais voir les fournisseurs avec qui je travaille habituellement, et en fait, je leur demande un devis, et je demande au plaquiste de comparer avec ses prix, et si c'est moins cher, bah, je lui demande juste de faire un effort de la différence de prix, et soit de prendre mon fournisseur, ou soit de prendre le sien, mais de, voilà, tout simplement réduire par rapport à la marge. Et donc voilà. Alors bien sûr, ça se base aussi sur comment dire, l'honnêteté de l'artisan. Voilà. Moi, tous mes artisans, une astuce d'ailleurs pour ça, par exemple, c'est que tous mes artisans, moi, je leur dis que le but c'est de faire du long terme, que je suis investisseur, que je vais amener au moins 2 gros chantiers par an, ou plusieurs petits, que le but, voilà, c'est que ça se passe bien et que s'il m'allume au premier chantier, bah, il n'y en aura qu'un, alors que s'il met une marche correcte au premier chantier, bah, il y en aura peut-être 2, 3, 15, 20, et que voilà, sur le long terme, ce sera plus intéressant pour lui. Et en général, ils sont assez réceptifs à ça. En tout cas, c'est des bons artisans, ils sont réceptifs à ça parce qu'ils sont attentifs à leur image et ils voient surtout un business sur le long terme. Il faut que ça les nourrisse pendant des années. Ensuite, pour finir de répondre à cette question, donc les postes les plus coûteux et ceux qu'on peut économiser, pour moi, il y a un lot que je ne délègue jamais. Pour moi, c'est hors de prix pour ce que c'est. Enfin, ça ne demande aucune compétence particulière. C'est la démolition et tout ce qui est évacuation des déchets, etc. Ça, moi, je le fais moi-même pour l'instant. Je sais pas si un jour je le délèguerai, parce que vraiment, voilà, je trouve que c'est hyper cher. Alors,
J'ai déjà entendu dire qu'il y a des gens sur le Bon Coin qui proposent ça à 10 euros de l'heure, etc. Ah oui, ok, mais par contre, en fait, on peut se dire c'est pas cher 10 euros de l'heure. Mais en fait, ils vont vous mettre je sais pas combien d'heures, donc en fait, ça revient au même que si bah, vous les payez à l'acte et que c'était dans un devis classique, et en fait, ça revient hors de prix. Ensuite, deuxième lot que je délègue jamais en général, c'est l'ameublement, tout ce qui est assez simple, donc c'est-à-dire monter les meubles, je sais pas quoi, table, chaise, tous les choses là, ça je le fais moi-même aussi, parce que pareil, après, si vous avez un bon artisan, pourquoi pas, mais en général, c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher. On le voit notamment pour les cuisines, par exemple. En fait, même si les fournisseurs ils offrent la pause, ben, ils offrent la pause parce qu'en fait, ils ont une marge de fou sur les cuisines et en fait, c'est compris dedans. Mais c'est tout de suite plusieurs milliers d'euros sur une grosse cuisine et c'est voilà, c'est pas pour rien. Ensuite, question suivante. Comment choisir entre une rénovation légère et une rénovation lourde? Ah, alors, comment choisir? Comment choisir? Pour moi, il n'y a pas à choisir. En fait, ça dépend de deux choses. La première, c'est que on n'achète pas avec le cœur, on achète avec les chiffres. Donc, à partir du moment où votre opération est rentable, eh ben, il faut acheter. La seule nuance que j'apporterai à ça, c'est au niveau de l'expérience et de l'état d'esprit. C'est-à-dire que si c'est votre premier investissement, vous n'avez aucune expérience, vous n'avez aucune connaissance, vous êtes plutôt quelqu'un de prudent plutôt que quelqu'un de ballsy, bah dans ce cas-là, effectivement, je vais vous orienter vers plutôt une rénovation légère, tant de, voilà, de faire un peu d'expérience, vous faire un petit réseau, un petit entourage au niveau des artisans, etc. Et sinon, pour moi, il n'y a absolument rien qui, qui oblige le fait de faire une rénovation légère ou une rénovation lourde. En règle générale, même les rénovations assez lourdes, il y a plus de valeur de créer, donc il y a des meilleures opérations à faire. Mais par contre, effectivement, c'est un peu plus technique, donc on peut plus facilement s'y perdre de l'argent. Moi, pour rappel, ma première opération, c'était une double construction d'un cabinet euh, médical et d'une résidence principale de 50 mètres carrés. Bon, j'avais aucune connaissance là-dedans, donc je me suis bien entouré, etc. Mais vous voyez, ça s'est fait et à la fin, c'est une bonne opération. Là, l'immeuble, pareil, il y a quasiment tous les lots à faire sauf la toiture. La toiture est encore bonne, mais il y a juste quelques petits rafistolages et c'est tout. Ensuite, faut-il toujours faire appel à un architecte ou un maître d'œuvre? Alors la réponse, elle est simple, c'est non. Pas toujours. Mais en fait, la question, ce serait plutôt quand est-ce qu'il faut appeler un architecte ou un maître d'œuvre? Pour moi, il y a une réponse là. Il y a pas le choix, c'est si c'est une rénovation où il y a un permis de construire. Là, l'immeuble qu'on est en compromis, que j'ai encore pas parlé, donc voilà, ce sera le cas. Je vous réexpliquerai tout au moment où j'expliquerai le projet, mais là, par exemple, il n'y a pas le choix. On va prendre le maître d'œuvre. Ah, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans les actualités, le maître d'œuvre, je le vois cette semaine pour cet immeuble, mais de toute façon, je garde pour l'instant secret le projet. Donc voilà, si vous voulez la suite, bah, abonnez-vous et puis regardez bien les autres épisodes, j'en parlerai en temps voulu. Donc, pas toujours faire appel à un architecte ou un maître d'œuvre. Après, il y a plusieurs architectes, il y a plusieurs maîtres d'œuvre. Il y a architecte d'intérieur, architecte, enfin, architecte tout court, entre guillemets, les maîtres d'œuvre. Donc, je l'ai dit, permis de construire, obligatoire. Il faut appeler soit un architecte, soit un maître d'œuvre. Et puis, je vous conseille vraiment de le faire. Ensuite, dans les formules d'architecte ou de maître d'œuvre, enfin, il y en a plusieurs. On peut juste prendre des plans. On peut prendre plan plus permis de construire de mémoire. Ça, c'est le b.a-ba, on va dire. C'est vraiment la première offre. Quand on appelle un maître d'œuvre, en général, on fait ça. Et après, on peut demander ce qu'on appelle les quantitatifs. Moi, en général, quand je fais appel à un maître d'œuvre, je demande toujours les quantitatifs avec. Donc, les quantitatifs, c'est eh ben, en fait toutes les lignes qu'il faut mettre sur un devis. Et donc, en fait, vous n'avez plus qu'à enlever après. Vous n'avez plus qu'à envoyer, pardon, après les quantitatifs aux artisans. Et en fait, ils n'ont même pas besoin de voir le lot, entre guillemets, pour pouvoir se positionner dessus et vous proposer un prix. Alors après, on peut l'optimiser bien sûr via une visite, etc. Mais grosso modo, voilà, ça permet de gagner un temps monstre. Donc c'est un billet. J'aurais pu vous dire exactement, je crois, pour moi, plan et quantitatif, c'est à peu près autour de 5 000 € dans ma région. Après, je pense que suivant les villes, suivant les professions, etc., ça peut aller beaucoup plus haut, à mon avis. Donc voilà. Alors il y a comment dire? Il y a un avantage et un inconvénient. Pourquoi j'ai mis ça? Avantage et inconvénient des deux. Je me rappelle plus ce que je voulais dire par là. À mon avis, c'était avantage et inconvénient architecte par rapport à maître d'œuvre. L'architecte est plus cher, grosso modo. Par contre, le maître d'œuvre, normalement, il est bloqué à une certaine surface. De mémoire, c'est 149 mètres carrés.
Dès qu'il passe à 150, en fait, il faut une signature architecte, donc il faut rajouter un billet. Je crois que c'était ça que je voulais dire. Je me suis mis quelques notes après les questions. Je bois un coup et on reprend. Désolé pour la toux. Il y a un petit truc qui me chatouille la gorge depuis tout à l'heure. Ensuite, quelles sont les erreurs fréquentes à éviter lors de la planification des travaux? Erreur numéro 1, ne pas faire de réunion de chantier. C'est hyper important parce qu'il y a 3 lots notamment qui sont obligés de se coordonner bien. C'est le plaquiste, l'électricien et la plomberie. Tout simplement parce que les tuyaux et les fils électriques passent dans les cloisons. Forcément, il faut qu'eux, ils se, ils s'agencent et surtout qu'ils aient au moins leur numéro respectif entre eux pour pouvoir s'appeler aussi en cas de besoin. Ensuite, erreur numéro 2, ne pas signer les devis. Les devis, c'est important de signer, même si c'est une très bonne connaissance, voire un pote, etc. Il faut toujours signer le devis, puisqu'en fait, ça reste du business, donc on fait les choses proprement. Troisième erreur, payer trop facilement ou payer trop d'acompte. Bah oui, c'est donc même problématique qu'avant, c'est du business, donc un compte. Suivant les lots, même, je conseille de payer le moins possible. Après, s'il y a beaucoup de fournitures pour l'artisan qui n'avance pas tout, effectivement, on peut monter à 30% d'acompte. Et je vous invite tout le temps comment dire, pas payer complètement tant que le chantier n'est pas complètement fini, même s'il reste juste une bricole, payez 90% maximum, comme ça vous gardez les 10% pour que vraiment l'artisan il vienne finir, même si c'est un artisan de confiance. Parce que les finitions, les artisans, ben, en fait, ils aiment pas ça. Je l'explique pourquoi, enfin en tout cas une des raisons, c'est qu'en fait, pour faire juste une finition, des fois il va falloir 2-3 heures, alors que finalement en 2-3 heures, ils peuvent avancer, comment dire, visuellement beaucoup plus sur n'importe quel autre chantier. Et donc ça, ben, en fait, voilà. Les finitions, c'est quelque chose qu'en général, il leur plaît pas trop. Erreur numéro 4, bloquer des dates. C'est très bien. Nous, on fait toujours ce qu'on appelle un planning prévisionnel avec les semaines et quel artisan intervient quelle semaine pour vraiment coordonner au maximum les choses et que ça aille le plus vite possible. Et dernière chose, donc dernière erreur, erreur numéro 5, la gestion des artisans et du chantier. Donc là, ça implique en fait de simplement avoir une présence. Alors elle peut être plus ou moins élevée, hein, mais il faut passer régulièrement sur le chantier ou appeler régulièrement l'artisan, envoyer un SMS maintenant pour avoir un suivi régulier, savoir si tout se passe bien, s'il y a des difficultés, etc. Ça, c'est hyper important aussi. Ensuite, comment sélectionner des artisans fiables et éviter les arnaques? Ah, ça c'est pareil, c'est une question que j'ai beaucoup reçue. Utiliser son entourage, ça me paraît être primordial pour sélectionner les artisans. C'est-à-dire que ça va avec un autre prérequis selon moi quand on investit dans l'immobilier. Au début, il faut investir dans son secteur. En fait, on a tous une famille, des amis, etc., qui, en règle générale, ont tous eu recours à un moment donné de leur vie à des artisans. Et donc, en fait, bah, il faut les utiliser. C'est la meilleure chose. Comme dans tout business, le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Et donc, en fait, bah, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, il faut demander à votre entourage, des artisans, etc. Et puis après, seulement les consulter. Bien entendu, il y a également aussi le fait de préparer ses visites pour les devis. Donc, en fait, ça peut être par préparer des questions pièges, ça peut être alors, le fait de multiplier les visites avec le plus d'entrepreneurs possible, puisqu'en fait, plus on a d'entreprises et plus on a de réponses qui peuvent être similaires. Donc, en fait, bah, après, si par exemple, je dis une bêtise, mais on voit 10 plombiers et qu'il y a 8 plombiers sur 10 qui disent la même chose, bon, on peut quand même se dire que effectivement, c'est peut-être la solution la plus adaptée. Et déjà, bah, les deux qui auront dit autre chose, il y a quand même de fortes chances que eux soient pas forcément des artisans à prioriser, quoi. Donc voilà, après, il n'y a pas de réponse miracle, sinon, comment sélectionner les artisans? De toute façon, voilà, il faut faire au mieux, mais on a toujours le risque de tomber sur un mauvais artisan, et ça fait partie du parcours de l'investisseur immobilier. Et donc voilà, moi, ça m'est arrivé personnellement sur la première construction, pareil. Par exemple, la pose des sols, il fallait que je fasse appel à un artisan, et ça s'est vraiment très mal passé. Le sol, il fallait l'arracher, le reposer, et là, il est encore pas clean. Et voilà, c'est tout, ça fait partie du jeu. Ensuite, faut-il privilégier un artisan unique ou combiner plusieurs corps de métier? J'ai l'impression de me répéter un peu dans les réponses, hein, je suis désolé, mais bah, la réponse en fait c'est que ça dépend. C'est-à-dire, ça dépend de plein de paramètres, notamment la taille du chantier et par exemple le nombre de lots de rénovation. Je vous donne deux exemples. Vous rénovez
un petit appartement, un T2. Voilà, on va dire que c'est de la rénovation moyenne, un peu de placo, un peu d'élec, éventuellement un peu, vraiment la plomberie, c'est plutôt déplacer juste un peu les arrivées, choses comme ça. Après, il y a des artisans qui sont formés et qui sont experts de la rénovation, on va dire, donc qui sont capables de faire ça. Et sur un appartement, on va dire, bah voilà, le risque est limité dans le sens où c'est pas un chantier de plusieurs mois. Donc en fait, on peut se dire que voilà, laisser un artisan, ça peut être une bonne idée. Donc voilà, pourquoi pas. Par contre, on reprend le même artisan, mais cette fois-ci, on le met sur un immeuble de 10 lots, par exemple. Et il est tout seul, hein, l'artisan, parce que souvent, c'est des plutôt indépendants, les gens qui font ça, à la limite. Après, il y a des grosses boîtes de rénovation, mais là, bon, moi, pour le coup, j'ai toujours fonctionné par lot, donc je ne saurais pas vous faire un retour là-dessus. Et donc là, bah voilà, sur 10 lots, s'il y a qu'un mec pour vous faire tout, bah en fait, vous dépendez que de ce mec-là déjà, et ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas chevaucher les lots. Donc, en fait, s'il fait son placo, il faut qu'il fasse tout son placo. Après, il va faire l'élec, il faut qu'il fasse tout son élec, etc., etc. Alors que s'il y a 10 lots, eh ben, le plaquiste, il peut commencer par exemple par les lots du haut, puis descendre petit à petit. L'élec peut en parallèle, dès que les lots du haut sont raillés, mettre ses gaines, puis le plombier pareil. Et après, le plaquiste peut commencer par le haut à refaire ses plaques, pendant que l'élec, l'électricien finissent les autres lots. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça, bah voilà, sur des grosses rénovations, je pense que c'est une mauvaise idée de prendre qu'une personne. Et en plus de ça, ça permet de diluer un peu le risque, parce qu'on ne sait jamais, hein, ça reste des humains, ils peuvent se blesser, voilà, il peut y arriver des choses. Donc voilà, je vous invite, surtout en fonction de la taille du chantier, de ne pas prendre des artisans uniques si c'est des gros chantiers, et de plutôt prendre plusieurs corps de métier si c'est des petits chantiers. Sachant que sur des gros chantiers, vous aurez une marge de manœuvre plus élevée de négociation, parce qu'il y a plusieurs appartements, etc. Et donc même si c'est des entreprises un peu plus grosses qui habituellement sont plus chères, en général, à la fin, on s'y retrouve quand même. Question suivante. Quel document vérifier avant la signature? Entre parenthèses, devis, contrat, assurance, etc. Alors là, je suis pas sûr d'avoir 100% saisi la question. Alors moi, j'ai mis bah, du coup qu'il fallait vérifier l'assurance décennale, ça c'est la priorité. Et surtout, enfin, des grosses erreurs des investisseurs, c'est que dans la décennale, notamment sur les artisans qui ont plusieurs lots, ben, ils sont pas toujours assurés pour tous les lots. Je fais un exemple, par exemple, un plaquiste qui pose les fenêtres, etc., ben, il va avoir une assurance décennale pour le placo, mais pas forcément pour la menuiserie. Donc en fait, ben, vous n'êtes pas assuré, simplement. Enfin, en tout cas, lui n'est pas assuré s'il y a une malfaçon. Donc voilà, attention à ça. Ensuite, les devis, j'ai mis qu'il fallait relire chaque ligne, comparer entre les artisans. Alors c'est pas toujours facile, hein. Si des fois les lignes sont pas les mêmes, ils mettent pas exactement les mêmes noms, etc. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Et donc l'astuce pour ceux qui sont vraiment pas à l'aise, j'en ai déjà parlé avant, mais le maître d'œuvre par exemple qui vous fait des quantitatifs, ben, au moins là c'est très très simple de comparer puisque ça sera les mêmes lignes dans les devis. Ensuite, comment suivre efficacement l'avancement des travaux à distance? Moi, je trouve que c'est une mauvaise idée personnellement. Je pense que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied de suivre les travaux à distance, notamment si c'est vos premières opérations. Déjà, ça va générer plus de stress et, euh, et ça rajoute quand même de la difficulté. Il n'y a pas, en tout cas, a priori, il n'y a pas trop comment dire, priorité avec vos artisans, tout ça. Donc moi, pour moi, les premiers, faut s'apprivoiser, il faut se connaître, il faut savoir comment on fonctionne, etc. Et donc, c'est une mauvaise idée. Après, c'est quand même faisable. Il y a des gens qui le font, ça se passe. Il faut également penser à l'option de la visio. Maintenant, l'avantage, c'est que même les vieux artisans, voilà, ils ont quand même plus ou moins un bon téléphone, etc. Donc, c'est assez facile de mettre en place des visios. Et je vous invite quand même à faire des visites régulières. Donc, les visites, ça peut être vous ou quelqu'un de votre famille, et toujours pareil, qui utilise la visio. Mais c'est vraiment hyper important pour bah, être sûr de l'avancement des travaux. Moi, je sais que une étape de mon parcours d'investisseur, enfin, je vais régulièrement sur mes chantiers, je délègue jamais à 100% ça et je n'utilise pas trop la visio personnellement. Quels sont les recours en cas de retard? Alors ça, c'est une mauvaise question. Très mauvaise question d'investisseur. Pourquoi? Bah, parce que malheureusement, déjà, ça fait partie du jeu, les retards dans l'artisanat. Alors, il y a toujours possibilité de mettre une date sur les devis, etc. Je pense que c'était très mal vu. Moi, personnellement, j'ai jamais fait. J'aurais trop peur de braquer les artisans en mettant notamment des menaces de pénalité, etc. Alors, sur les très gros chantiers, éventuellement, je suppose que ça se fait, etc. Mais nous, je vous le dis toujours, en fait, l'immobilier, c'est un sport d'humain.
Et donc, bah, l'humain, il y a forcément des relations de confiance, etc. Alors, je ne dis pas d'être un bon petit mouton, mais il faut quand même, voilà, faire preuve d'un minimum de souplesse. Donc voilà. Moi, personnellement, je le fais pas. Il y a toujours moyen, hein, je vous l'ai dit, donc vous pouvez mettre une date sur le devis, etc. Mais si après l'artisan il bloque, en fait, bah lui, oui, vous allez au tribunal, tout ça, ça va s'enliser 2 ans, vous aurez tout gagné, en fait, vous allez perdre beaucoup plus d'argent. Moi, je pense que c'est une très mauvaise stratégie. En fait, il faut bien choisir son artisan plutôt que penser à ce qui va se passer en cas de retard. Dernière partie, là on est plutôt sur les questions d'optimisation et de rentabilité. Quels travaux permettent d'augmenter significativement la valeur du bien? Question assez complexe. Il n'y a pas un lot en particulier pour moi qui va vraiment augmenter significativement la valeur. En fait, c'est l'ensemble. Et puis surtout qu'il faut être aligné avec son avatar client. Vous pouvez dire locataire, enfin, peu importe. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez mieux. Globalement, par exemple, la plâtrerie, c'est un lot hyper important dans l'optimisation d'espace, dans la création de pièces pour les chambres, dans les cuisines, c'est plutôt l'ouverture maintenant qu'on recherche, alors des cuisines ouvertes, etc. Ça, c'est un lot, bien entendu, il va augmenter significativement la valeur du bien, mais il n'y a pas que ça. Pour le lot, par exemple, plomberie, maintenant, pour moi, c'est un standard de faire des douches à italiennes, pas les cabines dégueulasses là, comme vous voyez dans certains logements. Un autre lot, par exemple, c'est la cuisine. La cuisine, il faut surtout pas que ce soit bling bling. La cuisine, c'est vraiment, je crois que l'astuce, c'est 10% à peu près maximum de la valeur des travaux. Et encore, ça, c'est sur une maison. Sur un immeuble, pour moi, la cuisine, c'est maximum 2 000 euros. Tout frais, enfin, posé, etc. Vraiment, tout compris. Pour moi, il faut vraiment aller là-dessus. Sur les petits T2, T3, enfin, les trucs à taille humaine, on va dire, j'allais dire. Enfin, en tout cas, les logements, voilà, où on cible bah, les logements les plus demandés, finalement, en France. Donc voilà, il y a pas un lot en particulier, en fait, c'est l'ensemble et il faut surtout être aligné. C'est-à-dire que, bah, en fait, si vous faites même, par exemple, une opération de marchand de biens avec un achat-revente d'une maison, il faut pas acheter une cuisine où bah, les gens qui vont acheter la maison auraient été incapables, en fait, de mettre le prix dans la cuisine. Je vous donne un exemple, par exemple, une maison à 200 000 euros. Si vous mettez une cuisine à 30 000 euros dedans, en fait, vous la retrouverez jamais dans le prix de vente. C'est impossible. Parce que les gens qui achètent une maison à 200 000 euros, ils vont mettre une cuisine entre 10 et 20 000 maximum. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. À peu près 10% du prix du bien. Ensuite, comment se concilier esthétisme et rentabilité pour une location ou une revente? Alors, là, il faut réfléchir en termes de location courte durée ou location longue durée. Location courte durée, très très simple. Si vous faites du haut de gamme, la nuitée est chère. Si vous faites du haut de gamme, il faut que ce soit très esthétique et des bons matériaux. Donc matériaux haut de gamme pour la location courte durée. Si vous faites nuitée chère. Si vous faites nuitée pas chère, au contraire, matériaux standards, voire bas de gamme. Mais moi, je suis vraiment pas fan de cette stratégie. Enfin, si vous avez écouté les autres épisodes, vous le savez. Pourquoi? Je vous renvoie à l'épisode 2 ou 3, je sais plus lequel. Ensuite, location longue durée. Moi, personnellement, ma stratégie, c'est plutôt de faire du propre, mais pas du haut de gamme, et de mettre le prix du loyer légèrement au-dessus du marché. Donc il faut, comment dire? Il faut faire quand même attention aux détails, et moi je propose alors j'allais dire du clé en main, pas du tout, mais en fait, des détails type par exemple, mes locataires payent pas leur box internet. En général, moi je m'arrange toujours pour qu'il y ait internet dans l'immeuble, par exemple. C'est des petites choses comme ça, des petits détails qui font tout de suite que la prestation elle paraît plus haut de gamme. Et en fait, les gens sont prêts à payer un petit peu plus de loyer, et ça m'attire aussi des meilleurs locataires. Donc voilà. Et donc, le matériau, ben, je crois que je l'ai dit, hein, mais pour location longue durée, pas du tout du haut de gamme, plutôt du standard. Quelles sont les aides financières disponibles pour la rénovation? Alors là, je suis pas du tout le spécialiste pour ça. En règle générale, nous, on investit en SCI à l'IS avec ma femme, donc on n'a pas beaucoup d'aides en général. Alors, je sais qu'il y a ma prime rénov, ça c'est uniquement pour les achats en nom propre. Ça peut être intéressant parce que vraiment, il y a des subventions de fou, notamment pour les gens qui n'ont pas des hauts revenus. Mais je vous invite à faire la simulation, en fait, c'est comme ça que vous pourrez savoir. Après, il y a un autre truc, je crois que ça s'appelle le CEE de mémoire. Aucune idée de comment ça fonctionne, etc. Mais je sais que ça existe. Et après, sinon, il y a les aides de la collectivité. Donc là, c'est au niveau de votre service d'urbanisme, il faut aller se renseigner. Et en général, vous pouvez avoir des aides dès que vous touchez à la façade, éventuellement toiture et fenêtre.
voire même des fois obligation des trois. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir des aides de la collectivité à condition de répondre à un certain nombre de critères ou d'être dans certains quartiers, etc. Moi, par exemple, où j'investis là, normalement, l'immeuble, on devrait pouvoir percevoir un petit peu des aides pour la façade, puisque c'est un quartier qui est codifié comme étant quartier historique. Dans tous les cas, je vous invite à jamais compter ces aides dans votre rentabilité, parce qu'au pire, c'est une bonne surprise ou alors un apport pour la prochaine opération. Dernière question, combien de temps prévoir entre l'achat et la mise en location après travaux? Alors celle-là, si je t'avais y répondre précisément au jour près, voire même des fois au mois près, eh ben, ce serait incroyable. Non, mais en fait, c'est complexe, hein. On est dans un monde d'artisans. Enfin, l'artisanat, comment dire, c'est dicté par des retards. Ça fait partie du jeu. C'est pour ça que les différés de travaux existent. C'est pour ça qu'il faut faire des différés de travaux les plus longs possibles. Et puis, encore une fois, ça dépend des travaux, ça dépend des lots, ça dépend de ça. Je donne un exemple. Le couvreur, toujours. Alors, déjà, nous, dans notre région, on a beaucoup de travail, donc c'est aussi pour ça que bah, ils sont longs à livrer. Mais surtout que, imaginez, il pleut à Sceaux, il avait prévu une toiture, et il peut pas la faire en fait. Donc c'est normal qu'ils soient en retard. C'est juste que ça dépend de la météo. Donc voilà, il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent pas toujours être maîtrisés. Il y en a d'autres qui peuvent être maîtrisés, mais on ne peut pas savoir. Un dégât des eaux, l'autre artisan qui a du retard, par exemple l'élec a du retard qui bloque le plaquiste, ou qui a fait une erreur, ou qui a pas reçu son matériel. Enfin voilà. Il y a trop de facteurs en fait qui font que c'est trop facile d'avoir du retard. Donc on peut prévoir à peu près, mais on ne peut jamais prévoir précisément. En termes d'estimation, moi je vous conseille de compter à peu près 18 mois pour une construction totale. Pour une petite rénovation, comptez, on va dire 3 à 6 mois maximum, suivant les disponibilités de l'artisan. Et puis bah, du coup, un entre-deux, donc 6 à 18 mois pour des grosses rénovations. Sans compter les délais de permis de construire, parce que si il y a un permis de construire, rien que le temps de le faire, de le poser, voilà, c'est plusieurs mois, 3 mois rien que pour qu'il soit accepté, et des fois 1 ou 2 mois pour le faire. Les gens, c'était la dernière question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, notamment si vous êtes sur YouTube, ou sinon vous pouvez m'envoyer un message privé sur Instagram. Profitez-en pour vous abonner bah, à toutes ces plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcast, YouTube. Mettez un commentaire, mettez un avis 5 étoiles, et moi je répondrai à toutes les autres questions si j'en reçois là dans un autre épisode. On se revoit à la prochaine. Ciao!